pendant cette campagne, le soir, après les élections, et qu'il n'y ait pas de violence post-électorale, puisqu'il y en a eu relativement peu pendant la campagne. Le NDI soutient le processus électoral en Guinée avec l'appui de l'USAID. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur les antennes de la télévision nationale sur le Mokoloma. Ah, oui, vous êtes sur la lucarne de la télévision nationale, l'unité centrale des médias en République de Guinée. Et comme vous le savez, cet espace a été formalisé pour permettre donc au peuple de Guinée, aux Guinéens, même aux résidents sur le territoire guinéen, aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux managers, à tout un chacun de pouvoir parler de son produit, de promouvoir ou d'auto-promouvoir sa vie. Et c'est pour cela que cet espace a été initié et bien entendu par la direction de la télévision nationale. Sur le plateau d'aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Souleymane Touré, il est administrateur civil, juriste. Voilà, il est sur ce plateau avec lui. Nous allons débattre donc ce matin du droit à intégration sur l'intégration régionale africaine et des procédures de réglementation des différents internationaux. Et nous allons parler avec lui aussi, bien entendu, de plusieurs sujets concernant la Guinée. Oui, parce qu'il est jeune. Il peut parler aussi des sujets de développement de notre pays. Oui, nous sortons d'une période assez intéressante. La part de la Guinée, oui, un Guinéen peut en parler. Donc, son champ de spécialisation, droit en sciences politiques, administration publique et organisation internationale. Voilà. Monsieur Souleymane, bonjour. Bonjour, Monsieur Alfred. Bienvenue sur ce plateau. Donc, merci de répondre à notre appel pour parler avec nous ce matin donc, du droit de l'intégration régionale africaine. Et nous allons avec vous éplucher un certain nombre de domaines pour éclairer, comme on le dit, la lanterne des uns et des autres. Vous êtes administrateur civil, juriste de formation, et votre champ de spécialisation, c'est le droit et les sciences politiques et l'administration publique et l'organisation internationale. Oui, c'est vrai, merci. Je vais me présenter à vos téléspectateurs, à qui je dis bonjour d'ailleurs, et je dis bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Zénith sur Koloma. Je suis Souleymane Touré, je suis fonctionnaire d'État, je vais le préciser parce qu'il est important de le préciser. J'ai été recruté à la fonction publique dans le corps des administrateurs civils. Okay. Mais par contre, mon parcours universitaire est marqué par le droit parce que j'ai fait le droit public à l'université de Gamal Abdel Nasser. Ensuite, j'ai été intégré à la fonction publique et j'ai eu la chance de servir dans une institution de la République qui a pour vocation de dire le droit. Je veux parler ici de la Cour suprême de la République de Guinée, où je suis depuis 2005. Il faut reconnaître que dans mes activités à la Cour suprême, j'avais dans mon portefeuille, dans mes attributions, un certain nombre de domaines et d'activités liées au fonctionnement de l'institution par rapport aux droits de réserve qui
dont le magistrat guinéen justifie, parce qu'il ne peut pas se mêler de tout et de rien. Oui. Donc il faut une personne de l'administration publique qui puisse être l'interface entre la Cour suprême et les institutions. Comme je le dis dans mes attributions aussi, j'ai été correspondant, et je le suis jusqu'à présent, correspondant national des juridictions internationales de cassation. Okay. Voilà, de l'espace francophone. Je peux en citer deux. La CCPUF, par exemple, c'est l'association des cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français. Il y a aussi la JICAF, qu'on appelle l'association des hautes juridictions de cassation, ayant toujours en partage l'usage du français. Et pourquoi ces juridictions de cassation? C'est toujours dans le cadre de la promotion de la francophonie, que vous connaissez d'ailleurs. Et je sais que vous êtes un homme de culture, vous faites la promotion aussi de cette francophonie à travers vos émissions. Donc voilà brièvement qui je suis. Après, je reviens d'un voyage de formation académique qui m'a amené à Bordeaux, dans un centre de recherche de droit et de sciences politiques qu'on appelle CERDRADRI, de la faculté de droit et de sciences politiques de Bordeaux 4, l'université de Bordeaux. Je viens de rentrer de cette formation. Voilà brièvement, si j'ai à parler de moi, ce que j'ai à vous dire. Voilà, il a bien fait de parler de lui. Voilà, comme on le dit, hein, l'eau qui sort de la bouche du crapaud est la meilleure, elle est plus limpide. Donc, c'était plus intéressant que lui-même se présente ainsi dans toute sa rigueur. Voilà, nous allons parler, vous êtes dans le domaine du droit, donc nous allons parler du droit à l'intégration régionale africaine. Oui, l'intégration africaine est quelque chose qui est très importante pour nous les Africains. Si nous prenons par exemple l'histoire même de l'Afrique, de l'indépendance des pays africains, on va voir que cette intégration avait été inscrite par les pères fondateurs de nos États. Okay. Donc au départ, ils ont parlé d'une unité africaine, c'est-à-dire ils avaient pour ambition de créer une Afrique unie. Mais au-delà de cette Afrique unie, on a des intégrations sous-régionales. C'est comme ça que vous allez constater, par exemple, l'existence de certaines institutions sous-régionales, telles que la CEDEAO, l'OMVS, la CEMAC, pour certaines zones de l'Afrique. Donc l'intégration africaine est en quelque sorte un objectif à atteindre pour les Africains, pour l'unité de l'Afrique et pour au bénéfice des Africains. Okay. Donc si je dois parler de l'intégration africaine aujourd'hui, je me situerai dans le parcours de la Guinée. Ok, plus précisément, oui. Voilà. Spécifiquement dans le contexte de la Guinée. Voilà, parce que la Guinée fut l'un des pays précurseurs de cette idée d'indépendance. Vous allez dire, on va dire par exemple qu'il y a eu deux tendances qui se sont dégagées à une certaine période de l'histoire des pays africains, là où des gens voulaient directement aller à l'unité, tandis que d'autres pensaient que pour aller à l'intégration, il fallait le faire de façon proportionnée, c'est-à-dire de sous-région en sous-région, et au finish, créer un ensemble unique. La Guinée, dans son histoire, a une histoire très particulière, surtout par sa constitution de 1958. Et même si on regarde, on écoute l'hymne national de la Guinée, on se rend compte que l'intégration fait partie du vécu de nos institutions de la République. Et aujourd'hui, les différents présidents qui se sont succédés en ont fait leur cheval de bataille. Ils ont été des promoteurs même de l'idée de l'intégration. L'évolution de la Guinée aujourd'hui, pour le constater et pour le voir, il faut le placer dans un exemple que nous allons prendre, celui de la CEDEAO. Okay. Cette CEDEAO aujourd'hui, qui regroupe un certain nombre de pays, représente un intérêt non seulement pour les Guinéens, dans le cadre de la libre circulation dans l'espace territorial de la CEDEAO, mais aussi dans le cadre des échanges commerciaux qui peuvent s'établir entre les différentes populations des États qui sont membres de cette CEDEAO. Mais au-delà de ça aussi, il y a une organisation politique, il y a un potentiel de développement qui existe au niveau des États africains de la CEDEAO. Et notamment, notre pays se positionne comme étant, on va le dire, on ne se fatiguera jamais de le répéter, comme étant un scandale géologique avec des potentiels économiques et humains énormes. Quelle est la part que la Guinée peut apporter aujourd'hui? On peut en discuter et nous avons vu déjà qu'est-ce que la Guinée peut donner dans le cadre de l'intégration aux autres pays. L'exemple le plus frappant et qui est d'actualité, c'est le projet Caleta.
Je vais vous dire une petite chose dans le cadre de mes suivis. Nous allons arriver au projet Careta. Nous allons nous accentuer dans un premier instant sur vraiment cette intégration où la Guinée a un rôle primordial à jouer. Par exemple, dans l'histoire des zones francs, l'histoire de la monnaie commune qui circule dans la zone de la CEDEAO et dont le plus souvent nous avons l'impression qu'il y a eu une mauvaise applicabilité par les différents États quand vous traversez les différentes frontières. Oui, c'est vrai, on peut le dire. L'histoire monétaire des différents pays peut nous amener à réfléchir pourquoi la Guinée n'a pas intégré cette zone franc CFA. Cette question est un peu liée à l'histoire du peuple de Guinée, à l'histoire de la création même de l'État de Guinée. Et sur ce, on a vu que la Guinée a connu 3 grandes monnaies. La première monnaie était le franc. Après, on est venu sur le cili. Et aujourd'hui, on est revenu dans le franc. Mais qu'est-ce qui se passe? On se pose la question, est-ce que la Guinée a intérêt aujourd'hui d'intégrer cette zone monétaire qu'on appelle le CFA? Et est-ce que oui ou non, la Guinée a d'autres possibilités d'intégrer une autre zone monétaire qu'on nous a soumis pendant une période dans les années 2002, la zone monétaire qu'on appelle le ZMAO, qui réunissait un certain nombre de pays qui sont le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Ghana. Donc, la question a été posée aux économistes, la question a été posée au pouvoir public, notamment par le biais du ministère de l'économie et des finances, mais il se trouve que pour être parti dans une zone monétaire, il faudrait remplir un certain nombre de critères de convergence qui soutiennent non seulement la croissance et le développement dans ces pays, mais aussi qui permettent à un pays, dès qu'il intègre par exemple une zone monétaire, pour qu'elle soit compétitive, pour qu'elle ne subisse pas de la part des autres pays une influence qui peut avoir des conséquences néfastes sur sa monnaie, ou en tout cas sur son économie. Donc la question se pose. Le choix revient à la Guinée. Mais aujourd'hui, je pense qu'il serait prématuré, ou il serait, en tout cas, de mon avis, je le dis personnellement, la Guinée a mieux à gagner aujourd'hui à développer un certain nombre, à se développer, à faire booster son économie par une croissance économique très forte, avant de penser intégrer une monnaie, même si dans la finalité, ce sera un objectif à atteindre. Parce que pour être dans une zone monétaire, il faut être compétitif. Je ne vais pas vous le dire, vous connaissez bien la Côte d'Ivoire. Ouais. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Et face à la Côte d'Ivoire dans une zone monétaire aujourd'hui, la Guinée n'est pas compétitive. Donc quel sera le risque que la Guinée va prendre en intégrant cette zone monétaire? Par contre, est-ce que la Guinée, par ses cadres, par ses grands économistes, par les travaux que nous allons réaliser, les grands travaux, quel sera le degré de croissance de la Guinée qui va lui permettre d'être compétitif? Et c'est cela, c'est l'activité qui doit pousser nos pouvoirs politiques à s'atteler pour donner beaucoup plus de croissance et de développement à ce pays afin de participer à cette zone monétaire si c'est un souhait de tout le monde. Voilà, nous allons donc revenir abonder tout de suite dans le domaine énergétique. Vous en parliez tout à l'heure avec le projet Careta qui s'est développé. Dans les autres pays de la sous-région comme au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin par exemple, quand vous arrivez dans la zone du Bénin-Togo, vous avez il y a une structure énergétique qui sert un peu les deux pays. Est-ce qu'au niveau de l'énergie, comme le projet Careta et les différents projets qui se mettent en place, la Guinée sera-t-elle aussi compétitive dans le domaine énergétique? Je n'en doute pas. Oui. On le disait tout de suite, on disait que la Guinée est un potentiel, est un scandale géologique. Si on doit mesurer le potentiel énergétique de la Guinée, il y a des paramètres qu'on ne doit pas perdre de vue. Okay. Si nous prenons l'énergie hydroélectrique, la Guinée a un potentiel de 6000 MW. Okay. Et sur ces 6000 MW, imagine qu'on n'exploite que 2% au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, avant Careta, on n'exploite que 2%. Careta nous a envoyé 240 MW. Donc, ça veut dire que sur les 6000, on n'a rien exploité. Et je m'amusais à le dire à des amis avant-hier. Je suivais le forum de Bruxelles, le forum économique de Bruxelles hier, sur Africa 24. J'étais très émerveillé en tant que Guinéen. Parce que ce n'étaient pas des Guinéens qui parlaient
de nous. Mais c'était des Ivoiriens, des Sénégalais, qui vantaient les mérites du Caleta et l'apport de Caleta sur les autres pays, c'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que si nous arrivons à développer le potentiel énergétique de la Guinée, qui n'est pas seulement hydraulique, je peux vous donner des chiffres, par exemple, 30 millions de mètres cubes de bois exploités par an. Je peux vous donner aussi l'énergie solaire qui existe aujourd'hui, qui a été déjà, un projet a été lancé en Haute-Guinée tout récemment, qui démontre qu'on peut exploiter cette énergie à des fins domestiques pour donner de l'électricité à une certaine population. Il ne faut pas oublier aussi qu'au large de la Guinée, on nous a toujours dit à l'école que la Guinée regorge de pétrole. Donc ça veut dire que le domaine énergétique en Guinée est aujourd'hui l'atout fort de développement de notre pays. Et Caleta, qui a été un franc succès, Swapeti qui s'annonce à grands pas, Amaria qui est annoncé aussi. Donc imaginez si chaque président de la République arrivait à prioriser l'électricité, l'énergie, donc la Guinée sera une plateforme, une passerelle qui va donner de l'électricité, vendre de l'électricité pour permettre à des rentrées financières à la Guinée. Donc on ne peut pas spéculer sur le potentiel énergétique de la Guinée. Voilà, énorme. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Nous parlons toujours de la sous-région, de l'intégration régionale africaine, et en continuant toujours de parler, nous essayons d'ébaucher un peu quelques activités communes aux différents pays africains, tels que l'agriculture par exemple. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen, l'État guinéen s'investit véritablement dans ce domaine pour amener chacun, ne serait-ce que même un fonctionnaire à avoir au moins ne serait-ce qu'un hectare chez lui. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'agriculture peut être un potentiel novatrice qui permettra un vrai brassage au niveau de la sous-région? Moi, je pense que l'agriculture est un levier de développement et un soutien à la croissance économique. Pourquoi? Je vais vous donner des statistiques toujours parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une grande expérience de l'administration pour avoir été à certains moments de la vie du fonctionnement de l'État à des endroits de prise de décision. Il y a eu une retraite qu'on appelle généralement la retraite de Bel Air qui s'est tenue en 2008. On avait calculé le potentiel agricole de la Guinée à l'époque sur 8000 et quelques, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a des spécialistes qui connaissent, mais le nombre de bas-fonds cultivables que nous avons aujourd'hui et la rentabilité de ces bas-fonds peut permettre à la Guinée non seulement d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais aussi d'exporter l'excédent de sa production. Mais faut-il que l'agriculture soit prise en compte comme étant une priorité du gouvernement? Et je me félicite quand je vois l'accompagnement que ce gouvernement aujourd'hui a donné, la possibilité d'accompagnement que ce gouvernement a donné à certains agriculteurs des différentes régions en essayant de les appuyer par des engrais, par l'accompagnement, par des personnes techniques et des experts dans certains domaines. Aujourd'hui, la Guinée, si la Guinée arrive à développer son potentiel agricole, c'est vrai que ça peut, je ne dirais pas ça peut nourrir nos voisins, mais ça peut être quelque chose qui peut être bénéfique pour les pays limitrophes. Déjà, je ne le dis pas, le Sénégal est un pays souverain, le peuple sénégalais, c'est un peuple travailleur, mais on sait que les ressources agricoles qui quittent aujourd'hui la Guinée pour le Sénégal ou en direction de la Côte d'Ivoire permet au peuple sénégalais d'avoir un certain nombre de denrées de première nécessité qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux. Donc, dans le domaine de l'intégration sur ce plan agricole, les pays africains doivent essayer d'identifier leur potentialité agricole et s'il le faut passer par une spécialisation agricole. Si la Guinée est productrice, par exemple, de riz, que la Guinée se charge de pommes de terre, que la Guinée se charge de développer ce domaine au bénéfice des pays de la sous-région et en particulier de la Guinée. Si le Sénégal est producteur de l'arachide et qu'après traitement on arrive à y extraire de l'huile, donc que le Sénégal diversifie, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est l'un des premiers pays producteurs de cacao, qui d'ailleurs a commencé la transformation du cacao en chocolat, donc ça veut dire que dans le domaine de l'intégration
régional sur le développement de l'agriculture, chaque pays aujourd'hui peut apporter un peu, qui peut constituer un levier de développement pour l'Afrique et surtout pour la sous-région ouest africaine. Voilà, nous parlons toujours d'intégration sous-régionale africaine, régionale africaine aussi. Il y a aussi un autre élément qui se développe au-delà de nos frontières. Quand vous prenez par exemple entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, jusqu'au Nigeria, les infrastructures routières répondent aux normes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette effectivité au niveau du cas guinéen? Bon, j'ai écouté... Parce que déjà, la frontière avec le Mali, c'est beaucoup... il n'y a pas assez grand souci pour aller à Bamako aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se développe du côté des Erékoré pour affranchir vers le Libéria. Est-ce que les infrastructures routières constituent aussi un instrument puissant de rassemblement du peuple africain? Oui. Si vous entendez que des peuples coopèrent entre eux, c'est parce qu'ils arrivent à se fréquenter, c'est parce qu'ils arrivent à se déplacer librement. Et les voies d'accès aujourd'hui sont triples. Nous avons l'air, nous avons par la mer, mais nous avons la route. Mais si nous sommes liés par un espace géographique qui a été tracé par le colonisateur, je vais le dire ainsi, et que cet espace géographique, il y a que quelques kilomètres de route qui nous séparent, je pense que développer l'infrastructure routière, développer même au-delà de l'infrastructure routière des transports qui peuvent permettre de rallier une capitale à une autre capitale, c'est avantageux pour la Guinée. Vous avez dit tout de suite, quand je regarde la voie Koundara qui va vers le Sénégal aujourd'hui, qui est en chantier, qui a été un projet de ce gouvernement, qui est presque une réussite, si aujourd'hui on arrive à tracer cette voie et que par l'AB, on arrive à faciliter l'accès de l'AB au Sénégal. Donc, vous allez constater vous-même qu'il sera plus facile pour nous de quitter ici, de partir au Sénégal, comme il est plus facile aujourd'hui de quitter Sigirin Kouré Mali pour être à Bamako. Et de la même façon qu'il sera plus facile de quitter Zéré Kouré pour rejoindre Abidjan. Abidjan et Monrovia. Voilà. Donc, je disais, il y a un ami qui me disait hier, pour être à Forêt-Caria aujourd'hui, il faut juste 2 heures de temps. J'ai dit, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable parce que c'est quelque chose qui permet d'établir des échanges entre les deux pays. Et nous avons une forte représentativité en Sierra Leone, au Sénégal. C'est ce qui va certainement, on va en discuter tout de suite. J'ai fait des recherches avec des amis sénégalais. Okay. Dans le cadre de l'immigration. Parce que souvent, on nous explique dans les chaînes internationales ou partout, on nous dit que l'immigration du nord vers le sud est beaucoup plus que le sud vers le sud. Mais après les statistiques de notre étude de recherche, on a constaté qu'aujourd'hui, l'immigration entre les pays du sud, c'est-à-dire entre le Sénégal et la Guinée, entre la Guinée et l'Angola, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, et par le taux et par les chiffres, est beaucoup plus élevé que l'immigration que nous avons aujourd'hui de la Guinée vers la France ou de la Guinée vers les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, Guinéens, nous devons prendre conscience que le bonheur que nous recherchons ici, nous pouvons retrouver le même bonheur au Sénégal et qu'il nous appartient aussi, ceux qui sont au Sénégal, de se dire qu'ils peuvent retourner ici. Non seulement par des échanges commerciaux, et aussi par des échanges que je peux établir par la vie sociale. Donc, la représentativité de cette population dans ces différents pays, qui sont d'ailleurs des Guinéens, doit être prise en compte pour permettre le développement des infrastructures routières qui va faciliter l'accès et la fluidité du service entre les Guinéens qui sont à l'étranger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone, avec les Guinéens qui sont à l'intérieur. Voilà ce que je peux dire. Donc, le développement des infrastructures routières doit être une priorité dans le cadre du développement, ou en tout cas de l'atteinte des objectifs de l'intégration régionale. Parlons de l'immigration, vous avez ébauché tout à l'heure, on devait y revenir, en parlant de l'immigration sud-sud, parce que nous perdons de vue à chaque fois que l'immigration est plutôt du sud vers le nord. Et il y a une influence telle qu'au regard des frontières, des proximités que nous avons, il y a certaines
certains pays qui font frontière avec la Guinée où vous voyez des paysans qui viennent cultiver sur le territoire guinéen ou des Guinéens qui vont cultiver sur le territoire autre que la Guinée. Et puis le lendemain, sans problème, il y a cette possibilité de rencontres, d'échanges qui se créent entre les différents peuples. Il y a aussi des peuples dans le sud qui se sont établis dans un certain nombre de pays. Quand on regarde la configuration lors des élections, nous avons vu par exemple, nous regardons au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez 30 000 Guinéens, vous avez dans d'autres pays où vous avez 24 000 Guinéens. Donc ça veut dire qu'il y a un taux important, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Mais je vous donne juste le cas du Sénégal qui est un cas très 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 important. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 3 millions de Guinéens au Sénégal? Moi qui suis là, je suis un produit du Sénégal. Parce que j'ai eu la chance de faire des études à bas âge au Sénégal. Mais je sais aujourd'hui que la communauté représentative, la communauté guinéenne qui est au Sénégal dépasse largement des millions. Mais aucune statistique ne peut vérifier cela. Pourquoi? Parce que nos États n'ont pas cette facilité d'établir les statistiques comme on les voit en Europe. Mais l'immigration s'est établie entre ce pays depuis fort longtemps. D'abord, ça a été une première immigration des Sénégalais qui sont venus en Guinée pour accompagner un certain nombre de développements avant l'indépendance. Ils sont restés ici, on les rencontre dans Kaloum, on rencontre des familles Gueye, Ndiaye et tout. Mais aujourd'hui, vous partez au Sénégal, vous ne pouvez pas distinguer un Sénégalais et un Guinéen. Par le nom, par l'habitude et par les relations sociales, surtout les relations familiales. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est faux de prétendre ou de croire que l'immigration nord-sud ou sud-nord est beaucoup plus importante que l'immigration sud-sud. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nos États doivent prendre conscience de l'effectivité d'une intégration qui sera à l'avantage des pays africains. Et pour cela, il faut se reposer sur cette diversité sociale. Et cette diversité sociale, elle n'a même pas ses origines maintenant. Parce que si vous regardez, moi, on me dit que je suis malien. Pourquoi? Par mon nom et par mes origines, j'appartenais à l'empire du Manding. Mais aujourd'hui, par la délimitation territoriale, je suis guinéen, je suis citoyen guinéen. Mais de l'autre côté, j'ai une famille qui vit au Mali et je n'ai jamais visité le Mali. Donc, quelque part, il faut que nous prenions conscience de l'énorme potentialité sociale qui existe et essayer de développer cela dans le cadre de l'intégration régionale pour permettre de créer un ensemble géographique qui va s'appuyer sur nos réalités sociales. Voilà, nous savons qu'en parlant de l'intégration régionale africaine, nous ne pourrons pas éplucher en quelques poignées de minutes tous ces éléments. Nous avons un deuxième thème autour duquel nous allons essayer d'en parler. Ce sont les procédures de règlement des différends internationaux. Oui, bon, parler de procédures de règlement différents. C'est vrai que je peux être académique, mais ce n'est pas le but parce que on n'est pas devant, je ne suis pas dans un amphithéâtre ou bien devant des étudiants. Par contre, on sait que dans les échanges qui s'établissent entre les États, par la délimitation du territoire que nous avons hérité des périodes d'indépendance, il y a des conflits qui naissent entre les États. Et tout récemment, je suivais une émission là où le ministre de l'administration, Bourama Condé, s'était déplacé parce qu'il y a eu un conflit entre des Guinéens, des riverains guinéens et des Maliens sur une portion. Donc ça veut dire que ces conflits, par exemple, qui naissent de l'intangibilité des frontières, peuvent souvent amener de la discorde sociale. Et pour qu'on puisse régler cette situation, souvent nous priorisons, nous privilégions les rencontres sociales. Mais au-delà des rencontres sociales, la société internationale est organisée, est structurée et réglementée. Donc vous pouvez constater par exemple qu'au niveau des sociétés internationales, il y a ce qu'on appelle la CIJ, la Cour internationale de justice, qui est assez compétente pour traiter généralement les litiges qui naissent... à Genève? Non, en Hollande, aux Pays-Bas. Oui. À La Haye précisément. Donc cette CIJ par exemple est compétente pour trancher les litiges qui naissent de ces différents
qui peuvent naître de l'interprétation d'une zone territoriale ou qui peut relever d'un conflit lié à une partie du territoire. Mais il y a plusieurs procédures de règlement qui sont mises en place. Et ces procédures de règlement, généralement, au-delà de l'interprétation du droit, de l'interprétation de l'espace géographique, on privilégie généralement, comme on appelle, le rapport entre les différents États. Okay. Pour ne pas que ces États s'enlisent dans un conflit qui peut avoir des conséquences plus graves par des guerres armées. Et généralement, la Guinée en a connu certains. On a eu un problème territorial avec la Guinée-Bissau, on l'a eu avec le Sénégal, on l'a eu tout récemment avec le Mali, mais la Guinée a toujours su garder l'esprit d'intégration et d'unité qui a sous-entendu sa prise d'indépendance. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer que même si un conflit naît entre nous et nos frères ivoiriens et nos frères maliens, on trouvera d'abord des raisons sociales pour essayer de résoudre le problème. Et si on n'en arrive pas, c'est certes, on va saisir les instances internationales qui sont habilitées et qui ont les compétences ou les attributions de délimiter ou de nous partager sur cette question. Mais la réalité est que le règlement des différends qui existent dans nos États aujourd'hui sont minimes par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans d'autres États de l'Afrique centrale qui sont en perpétuel conflit à cause de l'espace géographique. Voilà, à vous écouter, vous me ramenez presque dans la préhistoire africaine. Hein. J'ai l'impression que... Bon, pas vraiment la préhistoire, bon, c'est trop dire. Voilà, on va dire il y a 50 ans, mais... non, c'est pour dire que vous m'amenez en tenant compte du côté social hein, pour le règlement des différents conflits. L'arbre en Afrique était un instrument important pour le règlement des différents conflits. C'est vrai, c'est vrai. La société africaine, elle est d'abord orale. Elle ne connaît pas tout ce qu'on connaît, les différentes conventions, les traités qui ont été mis en place. Mais par contre, il y a un traité, souvent on dit même que c'est la mère des constitutions, la charte de Kurukanfuga, que les historiens connaissent beaucoup, la charte qui a été adoptée en 1234 au temps de Sundiata Keita, qui disait que la répartition sociale, les conflits qui naissaient et qui donnaient un certain nombre d'attributions à telle ou telle personne pour arriver à résoudre les différends qui pouvaient se poser au sein de la société. L'arbre à palabre, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture africaine. Je vais vous donner, ça c'est purement judiciaire ou juridique, on peut l'appeler ainsi, une histoire qui s'est passée tout près à Koya dans les années 70. Je l'ai entendue d'un magistrat, d'un célèbre magistrat, qui avait en charge du dossier qu'on appelle Siliman Kouyaté, qui est un grand magistrat de la Guinée. Il a été confronté à une situation d'interprétation d'un problème de litige domanial. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était entre une famille Kourouma et une famille Bangoura. On sait par tradition que les Bangoura sont les propriétaires de Koya. En tout cas, sont ceux qui ont été les premiers à s'installer sur Koya. Mais le vieux Bangoura qui avait accueilli le vieux Kourouma et par des traditions de bon voisinage lui a donné une parcelle. Ceux-ci, ils ont cohabité longtemps. Les deux vieux sont décédés. L'héritage est revenu aux ayants droit qui étaient des petits-fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un conflit qui est né. Et finalement, ils ont saisi le tribunal. Il appartenait au juge de dire le droit, d'interpréter la situation et de trancher entre ces deux familles. Mais Siliman Kouyaté, qui fait partie de la lignée aussi de ceux qui sont gardiens de l'histoire, parce que par Kouyaté, il est griot, mais de par sa fonction, il est magistrat, s'est retrouvé devant cette situation. Arrivé à un certain moment, il pouvait lire le droit, trancher entre les deux, mais il a essayé, à l'époque on avait ce qu'on appelle, on pouvait faire usage, il a appelé les deux familles, il est rentré dans l'histoire de la famille Bangoura, de la famille Kourouma, et finalement, quand il a fini de faire la lignée de ces deux personnes, ils ont compris qu'ils étaient en erreur. Donc finalement, il a su résoudre un problème social par la voie sociale au détriment
de la voie qui lui était autorisée. Et pourtant, ça ne veut pas dire que cela, parce que l'objectif aussi de la justice, c'est de créer la paix et l'équité sociale. La répression, si vous prenez la répression telle qu'on le pense, que la justice doit sanctionner, oui, la justice doit sanctionner, mais la justice aussi doit veiller à ce que sa sanction n'entraîne pas des conséquences négatives pour la paix, ou en tout cas pour la paix dans la cité. Mais cette expérience de ce juge, on peut le cadrer un peu dans votre histoire de l'arbre à palabre. Ce n'est pas sous l'arbre à palabre, mais par la lignée de M. Kouyaté et par sa connaissance des réalités sociales de ces deux familles, il a su trancher un problème qui se posait. Donc il est important chez nous de promouvoir certaines valeurs traditionnelles, parce que ces valeurs traditionnelles, je ne le dis pas, je suis juriste, je suis professionnel du droit. Vous m'amenez une situation aujourd'hui, je peux vous faire lecture de la situation qui s'applique, la situation juridique qui s'applique à ça. Mais si je peux résoudre cette situation sans pour autant passer devant les tribunaux, sans pour autant créer un conflit juridique, mais je le ferai. Mais si je suis saisi de cette situation sur le plan juridique, je suis obligé de dire le droit. Voilà. Nous avons sur ce plateau M. Souleymane Touré, administrateur civil, juriste de formation. Sur ce plateau, avec lui, nous avons parlé donc de l'intégration régionale africaine et nous essayons d'éplucher un peu la procédure de règlement des différends internationaux. Monsieur Souleymane Touré appartient donc à cette jeunesse guinéenne. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui de la jeunesse guinéenne? Écoutez, c'est une jeunesse qui est en pleine restructuration, il faut le reconnaître. Loin du pays, j'ai pu constater quelque chose. La jeunesse guinéenne veut changer, mais elle cherche des repères qui sont un repère social, un repère professionnel, une identité propre à la Guinée et à sa jeunesse. Aujourd'hui, cette jeunesse est confrontée à une situation. Ça veut dire elle veut trouver sa place. Mais comment elle va trouver sa place? Il appartient à cette jeunesse de trouver sa place par des valeurs et des vertus qui l'incarnent. C'est vrai que avoir certains jeunes dans leurs compétences, je suis fier de cette jeunesse guinéenne. Et pour preuve, si vous prenez le processus électoral qui vient de finir, bon, qui n'est même pas encore fini, je vais le dire ainsi, les élections, j'ai constaté que les jeunes ont pris conscience de la nécessité de participer à tous les débats. Non seulement pour imposer leur vision, mais aussi poser leurs attentes par rapport aux réalités qui vont se présenter à l'avenir. Donc la jeunesse guinéenne est en pleine restructuration, je veux le dire ainsi, que ce soit dans le domaine du professionnel, c'est-à-dire dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit aussi sur le plan des valeurs humaines. Cette jeunesse a besoin de trouver son chemin pour le bénéfice du pays. Donc ce que j'attends de cette jeunesse aujourd'hui, qu'elle soit consciente, qu'elle fasse la part des choses, parce que l'avenir l'appartient. Le taux de pourcentage, on le dit généralement que la population guinéenne est en majorité jeune. Donc ça veut dire qu'elle sera les adultes de demain, ils seront les adultes de demain et ils seront aussi les responsables des différentes prises de position ou des prises de décision de demain. Donc elle doit prendre conscience de son état, essayer d'améliorer sa situation, mais elle ne peut pas y arriver seule. Il faudrait que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui ont en charge la destinée de cette jeunesse, aient confiance en elle pour la responsabiliser, pour qu'elle puisse s'affirmer dans son identité et dans ses compétences. Nous avons remarqué que dans l'administration aujourd'hui, si je peux le dire ainsi, entre guillemets, entre griffes, il y a cette... nous voyons un avantage important de retrouver une jeunesse très active dans l'administration guinéenne aujourd'hui. Vous avez des responsables d'entreprise, des responsables des services dans les différents départements ministériels. Nous avons l'impression qu'il y a un changement réel au niveau de cette jeunesse. Il y a une prise de conscience, comme vous l'avez dit, mais il y a un véritable changement et une installation véritable de cette prise de conscience. C'est au bénéfice de cette jeunesse, oui. Le monde évolue. Ouais. On est sur les NTIC. Vous ne vous rendez pas compte que cette jeunesse a envahi le monde. Et sauf si vous prenez un seul jour, vous restez sur les réseaux sociaux, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Même les adultes aujourd'hui se mettent
au même pied d'égalité que cette jeunesse. Vous parlez de l'administration publique, de l'administration des entreprises privées. La jeunesse a pris conscience de quelque chose. Il ne faut pas laisser faire quelque chose que vous pouvez faire à votre place. Il est très difficile de dire aujourd'hui que l'administration est à majorité jeune. Mais par contre, quand on regarde les niveaux de prise de décision, on verra qu'il y a 2 ou 3 jeunes qui tournent autour de ce niveau de prise de décision. Il faudrait que la jeunesse prenne conscience que si on lui donne l'opportunité d'avoir cette prise de décision, à travers moi, Souleymane Touré, c'est 10 autres jeunes qui ont l'opportunité de me rejoindre pour essayer de créer une dynamique bénéfique pour la Guinée. Au niveau des entreprises, je vais citer, bon, je sais qu'au niveau de la RTG, vous êtes économique, mais vous êtes culturel aussi, vous soutenez les jeunes. Le jeune qu'on appelle ABB, que vous connaissez certainement, qui est un modèle de réussite dans son domaine. Il est déplorable de constater qu'au même niveau de cette jeunesse aussi, la jeunesse réagit beaucoup plus au stimulus politique qu'au stimulus économique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes doivent comprendre, au-delà de la politique, il y a d'autres secteurs de la vie qui peuvent permettre leur épanouissement. Ce n'est pas seulement la politique ou en tout cas les situations politiques qui peuvent leur permettre de s'affirmer. Les jeunes d'aujourd'hui doivent être entrepreneurs, non seulement par l'innovation, mais aussi par la persévérance dans la conduite de leur activité. Et il y a beaucoup à faire en Guinée. En Guinée, la gouvernance de la Guinée repose sur beaucoup de pieds. Vous prenez seulement la maîtrise des déchets, des ordures ménagères, vous allez vous rendre compte qu'il suffit aujourd'hui qu'un jeune mette en place un projet pour la gestion des ordures sur Conakry et que ce projet, il arrive à le mener très bien. Je pense qu'il peut embaucher derrière lui seulement plus de 200 à 2000 jeunes qui peuvent s'atteler. Il ne faut pas laisser ce travail à certaines personnes, alors que ce sont ces mêmes jeunes que l'on utilise après pour leur dire sortez, venez ramasser les ordures. Pourquoi eux-mêmes ils ne peuvent pas être à l'initiative de ces projets? Grande question bien posée par M. Souleymane Touré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de façon succincte donc de l'intégration, et vous rentrez très fraîchement d'une formation en droit et en sciences politiques, en administration publique et organisation internationale. Oui, vous avez des domaines de compétences comme l'enjeu juridique et normes internationales et les grands enjeux du développement que nous pourrons développer avec vous dans les prochains numéros donc de ce Zénith sur Koloban. Merci d'être venu sur ce plateau, en espérant vous retrouver très bientôt. Merci Alfred, c'est moi qui vous remercie et c'est moi qui remercie tous vos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Et bonne continuation dans votre émission de Zénith sur Koloban. Merci beaucoup. La régie, et nous reviendrons sur ce plateau. Voilà, vous l'avez bien compris, donc sur ce plateau, nous recevons pour vous Djelike Kourémadi, qui est sur ce plateau pour nous parler de son album, ou du titre L'eau. Hein, L'eau, ce titre avec lequel que nous pouvons passer toute la journée en expliquant des ramifications en ramifications. Bon, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Et bonjour M. Alfred, bonjour les téléspectateurs, bonjour les Guinéens et les Guinéennes. Et c'est moi, Djelike Kourémadi,
artiste guinéenne, artiste mandingue. Je suis né à Kankan, le colosse de Kankan-Baté. Aujourd'hui, vous m'avez invité pour venir... Le colosse de Kankan-Baté. Le colosse de Kankan-Baté. D'accord. Ok. Voilà. Voilà, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler d'un titre, d'un sujet de votre album qui est L'eau. Pourquoi l'eau? Pourquoi ce titre? Pour le titre, ça c'est une conseil pour tout être humain. L'eau veut dire il faut attendre ton jour. Ouais. Quand ton jour viendra, personne ne peut. Ça vient. Et le monde est créé dans son jour. Un être humain est né dans son jour. Et avant qu'un être humain est né, c'est le destin qui est né d'abord. Ouais. C'est toute chose qu'un être humain arrive, que ce soit le bonheur et le malheur, on dit c'est le destin. Bon, le destin de quelqu'un, c'est inévitable. Ouais. Voilà. C'est prédestiné, c'est le destin, c'est ce que Dieu a prévu dans l'histoire et dans le parcours d'un homme sur la terre. Donc c'est extrêmement important. Cet album qui est sorti et qui fait bon vent parce que vous rentrez encore d'une tournée européenne. Tous les 2-3 semaines, vous êtes sur un vol pour l'Europe. Oui, mais on a beaucoup voyagé ensemble. Parce que j'ai reçu beaucoup des invitations, que ce soit en Afrique, à l'Occident. Parce que quand tu fais le bon travail, et tout le monde a besoin de toi, surtout la musique traditionnelle africaine aujourd'hui, et même les Blancs, on veut pour consommer. Bon, quand on dit long, surtout la tradition, la kora et le balafon, ça c'est des instruments qui s'imposent dans l'Afrique, surtout mandingue. Ouais. Ça c'est des instruments mandingues. Qu'on est en train de valoriser pour mettre en valeur, pour sortir l'image de la Guinée, pour vendre la culture guinéenne. Pour vendre la culture guinéenne, cet album aujourd'hui, nous allons regarder donc un extrait qui a ouvert donc votre apparition ou votre arrivée sur ce plateau. Nous repartons en régie pour juste un extrait de quelques secondes et nous reviendrons sur ce plateau. Voilà, merci. Retour sur ce plateau. Merci donc à notre réalisateur pour cette virgule qui pourra donc nous permettre de mieux expliquer donc cet album, de mieux expliquer cet album et ce titre long et à long. Et Alfred, oui. Surtout les situations en Guinée aujourd'hui, là où nous sommes, et si tu repères et si tu regardes, tu as entendu le morceau que Guelke Kourimadi a chanté, et tu penses à cette situation qui roule aujourd'hui en Guinée, et tu vas dire que oui, Guelke Kourimadi a travaillé, parce qu'on ne doit pas chanter pour chanter. Et aujourd'hui, c'est pour cela, tout mon souci aujourd'hui, c'est l'union, c'est pour réconcilier les Guinéens, qu'on se donne
le même cœur, qu'on se donne les mêmes idées. Pourquoi le morceau veut dire il faut attendre ton jour. Parce que quand ton jour viendra, personne ne peut. Et Dieu a créé le monde et il a partagé. Celui qui appartient au pouvoir, il donne. Celui qui appartient à être riche, il donne. Celui qui appartient, si tu vas avoir 100 ans dans longévité, Dieu va donner ça. Et celui qui va quelle que soit la situation, que ce soit la situation, c'est Dieu qui prévoit. Et aujourd'hui, les situations guinéennes, il faut que nous, les Guinéens, on sache que toutes les choses, c'est Dieu qui donne. Même pour se battre à cause du pouvoir, il faut attendre le jour. Quand ton jour viendra, personne ne peut. Toi, tu te vois dans les pouvoirs. Toi-même, tu ne te crois même pas comment tu es venu dans le pouvoir. Tu es surpris de ce que tu es. Parce que tu auras le soutien, le bon Dieu. Tu auras le soutien, même les anges. Tu auras le soutien, même un être humain. Mais, situation que nous, des personnes, quand on force les situations, tu forces les situations pour quelque chose, quand Dieu n'arrive pas à te destiner, tu ne peux pas avoir. Tu peux pas avoir. Voilà. Donc, il faut attendre ton jour. Parce que j'ai donné une histoire, j'ai raconté une histoire de Mouloukou Souleymane. Dieu a donné tout le pouvoir à Mouloukou Souleymane. Mouloukou Souleymane se trouve maintenant comme il est le roi des planètes. Dieu a donné le pouvoir. Dieu a donné tous les pouvoirs qu'un être humain peut avoir. C'est le premier qui a gagné ça. Après, il a demandé le bon Dieu que lui peut nourrir le monde. Dieu dit non, tu ne peux pas nourrir le monde, c'est moi seul Dieu qui peut nourrir le monde. Il a prié. Comment? Dieu l'a accepté, c'est l'ami de Dieu. Dieu dit bon, d'accord, il faut informer tout un être, tout vivant qui vit dans la terre, dans l'eau, dans le vent. Il faut dire, moi, Mouloukou Souleymane, je vais nourrir tout le monde demain. Il commence à donner les messages. Il a pris le bœuf, il dit qu'il va égorger le bœuf. Le bœuf demande à Mouloukou Souleymane, depuis le matin, nous, on n'a pas mangé d'abord, on n'a pas déjeuné. Et le vent réclame. Tous les êtres vivants sur la terre, dans l'eau, tout le monde, tout un être vivant qui réclame à manger. Mouloukou Souleymane a eu peur. Il a pris l'affliction, il a prié le bon Dieu. Il dit, c'est toi seul qui es le créateur. C'est toi seul qui peux arranger et c'est toi seul qui peux gâter. Et Dieu a mis sa place. Il dit, le pouvoir que tu m'as donné n'est jamais donné avec un être humain qui vit dans la terre. Et Dieu a partagé le pouvoir. Et il a donné celui qui appartient au pouvoir. Il faut dire, il faut attendre ton jour. Quand ton jour viendra, on va te donner ta sens et on va te donner tout ce que tu veux. Même en dormant, ce que Dieu a destiné pour un être humain, tu vas gagner. Ce n'est pas forcément que tu vas forcer pour avoir le bonheur. Surtout nous les Guinéens, nous les jeunes Guinéens aujourd'hui, si tu vois que moi j'ai dit ça, il faut qu'on évite que les gens nous manipulent. Qu'on nous manipule, on nous massacre, on nous tue. Et ce que Dieu n'a pas destiné pour quelqu'un, tu ne peux pas arriver et tu ne peux pas avoir. Il y a plusieurs cas qui ont passé en Guinée ici. Il y a certains qui ont eu la patience et ils entendent leurs jours. Et ils nous ont laissé les gens pour dire de laisser prendre la route de faire ça. Et il faut que nous les griots, notre rôle pour donner les conseils, pour donner ce qui est dans la tête et ce qui est dans le passé. Surtout nos parents, nos grands-pères qui ont passé. Et ils ont réuni le mandingue. Ils ont réuni le mandingue. Surtout mandingue a une éducation que nous, les enfants qui se trouvent dans le mandingue, parce que si je parle aujourd'hui, il y a d'autres qui vont dire que mandingue se trouve sur la langue mandingue. Non, la langue mandingue est trop petite dans l'histoire du mandingue. Dans l'histoire du mandingue, il y a plusieurs pays en Afrique aujourd'hui qui fait partie dans le mandingue, tels que Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, jusqu'à Gabon. Parce que quand tu vois la tradition, quand tu étudies le passé,
Et aujourd'hui en Guinée ici, il faut qu'on apprend les jeunes pour l'enseigner, les passés, l'union, comment les liens entre les Mandinka et les Mandinfo. Il faut donner cette idéologie, il faut donner cette histoire pour les Guinéens. Parce que nous, les enfants de Guinée, on connaît que tu demandes à un universitaire tout de suite là, tu le demandes, tu dis, ah, quelle est la littérature africaine, quelle est la littérature américaine, quelle est la littérature française. Il va te dire rapidement, quand on dit, quelle est l'histoire du Sungata, quel est le lien entre les Soso et les Mandés, quel est le lien entre les Peuls et les Mandés et les forestiers, il ne connaît pas. Tu vois? Bon, surtout, la Guinée, c'est la famille. Tu vas aux forêts, tu trouves Doré, Soumaoro Kanté. Tu trouves Kamano, Kamara, Soussou, Kamara, Mandeng. Tu vas au Mali, c'est des Blancs qui ont mis la frontière pour l'Afrique. Sinon, l'Afrique, c'est une famille. Mais, dans le nom et le prénom, les Blancs n'ont pas mis la frontière sur ça. Ils n'ont pas mis la frontière, c'est important, c'est l'histoire donc qui se raconte ce matin à travers ce titre long de Guélike Kourimadi, voilà, qui est sur ce plateau pour parler donc de ce titre. Vous avez aussi un grand soumou que vous préparez. Pourquoi ce grand soumou et quand? Bon, le grand soumou que j'ai en train de préparer, ça c'est un grand soumou. Moi, Guélike, je commence le soumou de la Guinée. Tel qu'aujourd'hui, il y a des messages qu'on peut donner aux jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas dans les mosquées qu'on peut donner. Ce n'est pas dans les églises qu'on peut donner. On peut réunir même les artistes, les rappeurs. On peut donner les idées. Quel est le lien, quelle est la situation de la Guinée? Quelle est les fraternités entre les Guinéens? On peut dire les chansons et les enfants vont écouter, les enfants vont danser. C'est à travers de ça, les enfants vont comprendre maintenant la Guinée c'est une famille. Tu vois? Et c'est cette soumou-là que Guélike Kourimadi est en train de préparer. Ça, c'est une soumou de réconciliation. C'est une soumou d'union. C'est une soumou de l'histoire, pour parler d'histoire pour les Guinéens. Pour voir quelle est l'amitié, quel est l'amour pour les Guinéens, comment la Guinée est située. Quand on parle des camarades, tout de suite là, quel est le lien entre les camarades? Camarades Bona, Guéli et non. Les camarades là, Sia de Kera, forêt là, Kamanulo, et de faux. Na fora kafo ko Bangura. Bangura le Sia mundi, Fakoli, Kumba, Fakoli d'abord, Fakoli, bonson ne wuldi. Ni kame ko Souma, Souma et mundi, Sungeta bonson ne wuldi. Ido histoire fo, ido fo lié. Yansane, c'est comment? Yansane, c'est 3 mois. On dit Bari, Diallo, les Bari, Keta, etc., etc. On peut citer pour les gens pour dire que la Guinée se trouve dans une calebasse et c'est une calebasse qui ne va jamais casser. Ouais. Et c'est les Guinéens qui se trouvent dans une calebasse et le calebasse, et nous les Guinéens on va tout faire pour que le calebasse va être cassé. Le calebasse là ne va pas se casser. Parce que c'est nos grands-pères qui est construit, qui ont mis cette calebasse, que les Guinéens mandingues qui se trouvent dans cette calebasse. Et ça ne va jamais casser. Et nous, les Guinéens, on se frappe entre nous, on s'insulte entre nous. Il faut qu'on attend le jour. Celui qui a destiné pour le pouvoir, on le laisse, que Dieu... Guélike Kourimadi, merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de ce titre long. Et du prochain soumou qui se prépare. Est-ce qu'il y a une date précise? Bon, il y a une date précise. Présentement, j'ai précisé le 6 décembre. Le 6 décembre, pour une grande soumou, et ce n'est pas Guélike Kourimadi seul qui fait. Et ils attendent ma main pour tous les Guinéens, que ce soit dans les 4 régions naturelles qui se trouvent dans cette soumou, pour que dans n'importe quelle langue qu'on peut situer dans la réconciliation guinéenne, on bâtit. Merci, merci d'être venu donc sur ce plateau pour nous parler du titre long de ton nouvel album et surtout de ce grand soumou national qui se profile à l'horizon.
un soumou d'union, un soumou de fraternité, un soumou de solidarité, un soumou d'unification donc du peuple, des enfants, des fils de ce pays. Merci à Guerriké Koulibaly d'être venu sur ce plateau et en espérant, Guerriké Koulibaly, il est très live, tout ce qu'il fait, c'est du live qu'il fait et donc vous, ceux qui participeront à ce grand soumou seront vraiment gâtés. Merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau. Dans quelques minutes, il sera 12 h et nous aurons donc Midi Info avec Saïdouman Diallo. Merci et je vous retrouve juste après le numéro de Midi Info. Adama de kawani de bi, o bɛ ila ala la.